Désolée de vous avoir fait attendre, Meredith, j'espère que ce n'était pas ennuyeux. C'était fantastique. Donc, vous êtes une spécialiste des traumatismes, auteure et conférencière, et selon les informations que j'ai ici, vous enseignez les outils et mécanismes mentaux pour aider les personnes à guérir des traumatismes relationnels. Et dans ce moment précis, nous avons en effet une relation vraiment problématique entre le gouvernement et les gens. Et donc nous sommes dans un moment post-traumatique, voire dans un moment où le traumatisme se poursuit. Vous mentionniez aussi que nous sommes dans une certaine dynamique de maltraitance. Cela m'a fait penser à ces mouvements Mon corps, mon choix, et au fait que les gens étaient tellement éveillés au principe qu'il ne devait jamais y avoir de transgression et qu'on respectait toujours les limites des gens, les limites physiques et aussi les limites psychologiques. Et tout d'un coup, tout ça s'est évaporé. Et le gouvernement vous oblige à faire des choses que vous ne voulez pas, ou même vos voisins vous mettent la pression pour faire des choses que vous ne voulez pas. C'est une dynamique très étrange et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Tout à fait. Ce qu'on observe de l'exemple du macroscopique à microscopique, dans l'exemple microscopique, nous avons l'individu et ses relations, par exemple une relation de maltraitance dans laquelle se trouve l'individu ou la relation de l'individu avec le gouvernement. Et à mesure qu'on progresse vers le niveau macroscopique, nous voyons des systèmes se former. Il y a les familles, les lieux de travail, les organisations, les groupes sociaux et la société dans son ensemble. Et nous voyons les mêmes schémas de l'individu à l'échelle macroscopique. Ce qui se passe dans les systèmes à partir de la famille jusqu'à la société, c'est que des caractéristiques supplémentaires se rajoutent, parce que le système est plus large que la somme de tous les individus qui le forment. Et ce que nous pouvons voir, ce sont les mêmes schémas de maltraitance, et la chose la plus importante à observer est la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, par exemple, au niveau individuel. Par exemple, imaginons quelqu'un que vous aimez, une sœur, un ami, quelqu'un qui se trouve dans une relation abusive. Vous lui demandez de s'asseoir et vous lui dites « Je pense qu'on abuse de toi. Il s'est passé cela, il s'est passé ci et ça. » Et vous présentez des preuves, des faits, de la logique à cette personne concernant ce que vous avez remarqué. Mais le problème, c'est que la personne n'est pas en mesure de comprendre. Elle ne va pas accepter ce que vous dites. Elle va tenter de trouver des excuses, des explications, une rationalisation pour contrer chaque argument que vous lui présentez. Et si vous insistez en exposant ces faits et ces preuves, cette personne se mettra à vous attaquer pour jeter ce que vous dites. Pourquoi? Parce que toutes ces informations que vous présentez, ces preuves et ces faits, créent un profond conflit avec ce qu'elle aimerait vraiment croire. Elle aimerait croire que cette personne est l'amour de sa vie, ou elle veut croire que les parents qui la maltraitent l'aiment et veulent son bien. Et ce conflit mental est irréconciliable. Ce qu'il se passe, c'est que le cerveau, et pas la partie logique du cerveau, mais les parties plus primitives du cerveau, activent le déni, comme le court-circuit d'un système électrique. C'est un mécanisme de survie intégré à l'être humain. Mais malheureusement, c'est aussi ce qui bloque les individus dans des relations abusives, parce qu'ils restent bloqués dans cet état de défense, de déni, à cause duquel ils ne peuvent voir la vérité. Et donc réveiller les gens au sujet de ces maltraitances n'est pas possible. Leur présenter un nombre suffisant de vérités, de preuves ou de logique ne pourra pas les réveiller. Comment une personne sort de cet état? C'est une leçon qui donne l'effet d'une poêle à frire en pleine tête, c'est-à-dire quelque chose de si choquant que cela transperce alors son déni et la vérité devient une expérience viscérale. Pas une expérience logique, pas une expérience intellectuelle, mais une expérience viscérale, à travers laquelle la personne ne peut plus ignorer ce qu'elle a vu. Et nous voyons la même dynamique, cette dissonance cognitive. Nous voyons beaucoup de gens dans la dissonance cognitive. Beaucoup de gens veulent croire que leur gouvernement agit dans leurs intérêts, que le gouvernement se préoccupe d'eux, les protège et agit pour leur bien.
et qu'il ne ferait jamais quelque chose comme ce que nous observons à présent dans le monde. Et on peut même s'intéresser à la terminologie. Le vocabulaire de la maltraitance est incroyable. Celui qu'ils utilisent depuis le début, depuis 2020. Cette induction hypnotique a commencé dans cette transe. Des mots comme distanciation sociale. Cette phrase à elle seule suscite la dissonance cognitive. Pourquoi? Parce que ces deux mots sont totalement opposés. Nous avons social qui signifie connexion, et pour le cerveau des mammifères, car les humains sont des mammifères, social signifie en sécurité. Le fait d'être connecté avec d'autres mammifères et êtres humains nous fait nous sentir en sécurité et fait que notre système nerveux se sent en sécurité. La distanciation est le parfait opposé. Cela signifie la déconnexion. Ce n'est pas social. Cela nous donne l'impression de ne pas être en sécurité. Et lorsqu'on met ces deux mots ensemble, social et distanciation, qui évoquent une opposition totale dans les sentiments et la compréhension, le cerveau active ce court-circuit qui est le déni. Et il devient très difficile de réfléchir lorsqu'on est dans cet état. Sauf si vous vous mettez à vous poser des questions sur ce qu'il se passe. Exactement, et c'est très difficile pour quelqu'un qui est dans cet état, parce que la personne aura des moments de lucidité. Je crois qu'Ariane l'a évoqué plus tôt. Peut-être que même ces décideurs ont parfois des moments de lucidité où ils ne croient pas vraiment à ce qu'il se passe. Les victimes de maltraitance peuvent sortir la tête de l'eau puis replonger entre la vérité et le fantasme. Elles ont des moments où elles se rendent compte, mais c'est tellement oppressant et désagréable que le cerveau activera à nouveau le court-circuit du déni, jusqu'à ce qu'elles arrivent à ce point où quelque chose de tellement choquant se produit, et il est possible que l'on se rapproche de ce moment dans le monde où une crise, par-dessus une crise, par-dessus une crise, on dirait qu'on arrive à ce moment où ils vont commencer à superposer par-dessus la pandémie de plus en plus de crises, la chaîne d'approvisionnement, la nourriture, l'énergie, toutes ces choses qui arrivent en même temps. Et il est possible que davantage de gens commencent à se réveiller à mesure que la crise transperce leur déni. La première fois que j'ai entendu le terme distanciation sociale, j'ai tout de suite pensé, cela n'a pas de sens, quelque chose ne va pas. Car c'est évident, ce sont les deux opposés, ça n'a pas de sens. Puis, l'une des personnes que nous avons interviewées était une survivante de l'Holocauste, Vera Sharaf, et elle nous a parlé des euphémismes. Et c'est de ça dont il s'agit. Ils vous disent que vous éloigner des autres est social parce que ce serait sûr, alors que c'est tout le contraire. Et comme vous l'avez dit, beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, tout comme dans une relation abusive, n'ont pas la capacité de voir que ça n'a aucun sens. Oui, car dans cet état de déni et de défense, la personne n'a pas accès à la partie du cerveau qui gère la logique. La partie logique du cerveau est le néocortex, l'aspect humain du cerveau évolué. Cela renvoie aux états primitifs, aux parties primitives du cerveau, qui concernent la survie, et ça se limite alors à la survie. Et donc les personnes écoutent la propagande, les expressions répétées, les termes utilisés qui leur disent ce qui est sûr, qui est, comme vous l'avez dit, tout le contraire de la sécurité. J'aimerais vous poser une question au sujet des situations abusives. Vous avez pris l'exemple d'une relation où l'amour est impliqué au début, où il est possible que quelqu'un ait fait un mauvais choix de partenaire, qui peut être une dépendance envers quelqu'un qui est maltraitant. Ce genre de choix de partenaire menant au traumatisme, je ne sais pas si c'est le bon terme. Et donc dans ce cas, il y avait peut-être de l'amour ou de l'amitié au début, puis tout est bouleversé et leur relation ne va plus dans le bon sens. Mais ici, décririez-vous le rapport qu'on a avec notre gouvernement comme impliquant l'amour aussi, ou cette sensation de proximité, ou une sorte de consolation d'un père ou d'une mère? Ou est-ce que cette maltraitance, comme ce que nous avons vu avec ce syndrome de Stockholm, pourrait induire de l'amour, mais d'une manière maladive? Et c'est peut-être pour ça qu'on voit à présent certaines personnes qui en font énormément,
par exemple en défendant vraiment leur gouvernement, alors même que ces personnes pouvaient être très critiques envers lui par le passé sur beaucoup de choses, comme par exemple la corruption ou autre, mais maintenant ils les prennent pour des héros, en tout cas certaines personnes. Qu'en pensez-vous? Ou est-ce un cumul de plusieurs choses qui expliquent la situation? Oui, il s'agit en réalité du cycle de maltraitance, et il y a deux phases dans ce cycle. Ce qu'on appelle love bombing, bombardement d'amour, et pas forcément dans le sens romantique. Ça peut être quelqu'un qui vous fait des compliments, qui vous paye pour certaines choses, qui vous achète des choses, qui vous envoie un stimuli économique par courrier, par exemple, ou qui vous fournit de la nourriture gratuite, ou simplement le gouvernement qui vous dit: «Nous voulons votre bien, votre santé est importante, nous essayons de vous protéger, nous voulons votre bien, nous vous essayons de vous aider». Et donc c'est l'aspect de love bombing, et l'autre phase du cycle de maltraitance, c'est la dévalorisation. Vous êtes sale, vous êtes malade, vous êtes dangereux, vous mettez les gens en danger. Ils alternent constamment entre les deux. Et par exemple, le love bombing peut également se manifester sous forme d'une absence de maltraitance, l'absence temporaire de maltraitance. Il y a des moments dans la relation où la personne maltraitante se rend compte qu'il est allé un peu trop loin. La victime commence à s'en rendre compte et il doit donc ramener la victime à lui. Et donc dans la société, s'ils imposent le confinement un peu trop fort, ils réalisent que soudain les gens commencent à se réveiller un peu ou commencent à se poser des questions. Ils libèrent alors les gens pendant un moment. Vous pouvez à nouveau voyager, vous pouvez faire des choses, vous pouvez enlever votre masque, mais c'est temporaire. Et maintenant, on voit les confinements qui reviennent, les restrictions qui reviennent. Il y a donc une alternance de ce cycle, comme un renforcement intermittent, qui à nouveau contribue à la formation de la dissonance cognitive. Et cela maintient les gens dans la confusion. Mhm. C'est très intéressant. Et pensez-vous que j'ai posé cette question à Ariane tout à l'heure? Pensez-vous qu'il s'agisse d'un plan ou est-ce une procédure d'ingénierie sociale? Ou pensez-vous qu'il réalise instinctivement: «Oh, nous sommes allés un peu trop loin, donc donnons-leur cela»? Ou pensez-vous que ce soit structuré? Parce que de mon point de vue, ça paraît vraiment orchestré. De mon point de vue également, cela semble hautement orchestré. Je suis d'accord avec Ariane lorsqu'elle dit que c'est une continuation du nazisme. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique a par exemple importé des centaines de scientifiques nazis lors de l'opération Paperclip, et ils les ont fait travailler dans le domaine de la psychiatrie, dans les organisations gouvernementales. En psychiatrie et en psychologie, ils ont fini par travailler sur la science de la modification comportementale. Ceci est devenu la base de tous les réseaux sociaux. Et on voit que les réseaux sociaux ont été un déterminant majeur pour faire fonctionner cela. Il y a 10 ans, ça n'aurait pas marché. Ils avaient tenté l'histoire de la pandémie en 2009 et ça avait fait un flop. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux venaient juste de naître. Ils connaissaient la science derrière les réseaux sociaux. Des cadres de Facebook en avaient même parlé. Ils ont vu la science, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils l'ont fait quand même. Et donc la modification comportementale est basée sur provocation, réaction, solution. Et donc, il provoque une émotion, et la peur est l'émotion la plus puissante pour cela. Il provoque la peur, et cela provoque une réaction émotionnelle, ce qui mène les gens à supplier pour avoir une solution face à cette peur, que le gouvernement est heureux de fournir, puisque c'est la direction dans laquelle il nous menait depuis le départ. Ça, c'est la psychologie. Donc, on dirait bien qu'il s'agit d'une planification d'une décennie. Il y a une progression très lente et progressive. Et à présent, nous sommes ici, au niveau de la partie verticale de la courbe, où tout se passe de manière exponentiellement rapide. Mhm. When you Vous were saying disiez that maybe peut-être que kind l'expérience of choc the shocking nécessaire pour que les experience gens that is se réveillent necessary to wake people up serait could la be the piling superposition de ces crises of l'une all derrière of these l'autre. crises on top of each other. Peut-être que Does les that gens mean qui se that trouvent people, entre deux, some of the people who are still like sitting on the fence and et pas de not l'autre beyond, côté, ceux qui peuvent encore être can still be approchés, approached? est-ce Does que that mean ça that va commencer à faire it trop gets to pour be eux et too qu'ils vont lucky se for dire them so that they're ça gonna ne peut pas être think réel? this cannot be real? Est-ce le Is genre de that the kind situation of à laquelle vous vous situation that you attendez? expect? J'ai l'espoir que davantage de gens vont se réveiller à mesure que tout s'intensifie. Malheureusement, ça va s'intensifier. Dans toute relation abusive, la maltraitance monte en puissance. Mhm. Même quand on les met face à leurs responsabilités,
On voit de plus en plus de vérités qui sont sorties et les gens se demandent comment ça peut encore continuer à tenir? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que ces gens ne sont pas en prison? Mais parce qu'ils n'admettent jamais l'imposture, au contraire, ils renchérissent dessus et ils poursuivent leur campagne de gaslighting. Et ce que nous voyons depuis début 2020 est une énorme campagne de gaslighting. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, le gaslighting, c'est une distorsion de la perception de la réalité, au point que la personne commence à croire qu'elle est folle de remettre en question la réalité qu'on lui présente. On voit ça dans les médias de masse, aux infos, on le voit sur les réseaux sociaux avec le fact-checking, la censure. Tout cela est voulu parce que tout le récit est maintenu par cette campagne de gaslighting. Donc j'espère que peut-être d'autres personnes vont commencer à se réveiller à mesure que l'intensité et le choc de ce qui se passe transpercera leur déni. L'autre problème, c'est que nous allons assister à une épidémie de troubles mentaux, parce qu'il y a tant de gens qui sont si sévèrement traumatisés et incapables de voir la réalité lorsqu'elle leur est révélée. Et donc ils vont traverser des phases de troubles mentaux. Tout à l'heure, vous parlez de la psychose délirante, c'est un type de trouble mental. Quand les gens entrent dans cet état, ils ont l'impression qu'il est impossible d'en sortir. Cela fait partie de l'impuissance acquise, puis ils développent des habitudes autodestructrices. C'est comme une boucle de rétroaction et c'est de pire en pire. Nous avons vu l'année dernière une hausse de 600% des ventes d'alcool, une énorme augmentation des overdoses de drogue, une augmentation des suicides l'année dernière. Certains docteurs ont dit avoir observé l'équivalent d'une année de suicide en un mois. Nous observons une autodestruction au niveau de l'individu, mais nous le voyons aussi au niveau relationnel, ce que ça provoque au niveau des rapports entre les gens. Ça éloigne encore plus les gens. Cela crée cette énorme polarité, cette énorme tension entre les gens. Et également, lorsqu'en tant qu'individu, nous sommes traumatisés, ça devient difficile de se lier avec d'autres personnes pour bénéficier de cette co-régulation dont les mammifères ont besoin, pour se sentir en sécurité et en société, car le traumatisme signifie la déconnexion. Et la pandémie, le schéma dans lequel on se trouve aujourd'hui, est la déconnexion. Nous sommes déconnectés des gens, déconnectés de nous-mêmes, car cette campagne de gaslighting vous apprend à ne pas faire confiance à vous-même, à ne pas avoir confiance dans votre perception de la réalité, à ne pas avoir confiance dans votre sentiment de soi et dans votre droit inné à la souveraineté. Cela fait d'ailleurs partie de la dynamique sectaire. C'est là que le système acquiert des composantes supplémentaires que l'individu dans cette micro-relation n'a pas. Le système développe une dynamique sectaire. Et la base de la secte, c'est que votre identité individuelle est sacrifiée. Elle est généralement détruite à travers le traumatisme, le contrôle de l'esprit par le traumatisme. Et à mesure qu'elle est détruite, elle est remplacée par l'identité de groupe. Et cela correspond à certaines choses que mentionnait Ariane. Certains individus ont la capacité de sortir de cette identité de groupe. Et ils réalisent qu'ils ont le droit de penser par eux-mêmes. Ils ont encore la capacité de penser par eux-mêmes. Lorsque vous êtes à l'intérieur du groupe, il y a un enchevêtrement de l'identité. Et l'idée de le quitter est terrifiant. Pas intellectuellement, mais à un niveau profond et primitif du cerveau. Parce que nous avons été programmés biologiquement pour la survie, d'avoir besoin du groupe pour survivre. Et donc même si le troupeau se dirige vers l'abattoir, c'est plus facile de le suivre car c'est tellement difficile de penser par vous-même. Et l'idée d'être marginalisé vous terrifie. Et c'est exactement ce qui arrive aux gens qui questionnent la maltraitance. Les gens qui sont dans des sectes et qui se réveillent, et la structure de base d'une secte est celle d'une famille maltraitante. Si vous vous réveillez dans une famille maltraitante et que vous commencez à questionner les maltraitances, vous serez attaqué, vous serez dénigré, on vous fera du mal, vous serez puni. Le reste du groupe essaiera de vous faire revenir et de vous empêcher d'avoir ces pensées, vous empêcher d'avoir ces convictions, vous empêcher de vous individualiser et de vous séparer de ce groupe. Et quand on regarde la dynamique d'une relation basique de maltraitance entre deux individus, ou comme vous l'avez mentionné dans le cadre d'une secte,
que des gens ont pu rejoindre, mais qu'ils finissent par vouloir quitter. Vous avez dit que la seule chose pourrait être une sorte de choc. Y a-t-il autre chose qui peut motiver les gens à en sortir? Lorsque je travaille en tête-à-tête avec des personnes qui essayent de sortir de relations de maltraitance, je leur dis que la dissonance cognitive se dissoudra à un moment spontané. C'est la partie qu'on ne peut pas contrôler, l'intervention divine soudaine, ou peu importe comment on l'appelle, qui provoque le choc et qui transperce le déni de la personne. Comment une personne peut s'aider à y parvenir? Il faut sans cesse essayer de faire face à la vérité. Et le problème, c'est que cela va à l'encontre de l'intégralité de notre programmation biologique. Nous sommes programmés à rechercher l'appartenance sociale avant la vérité. On sacrifiera la vérité pour obtenir l'appartenance sociale. C'est ce qui fait la dynamique de groupe. Et la personne aura du mal à faire cela même dans le cadre d'une relation avec une autre personne, car il y a un sentiment d'appartenance au sein de cette relation, et parce que l'autre lui a dit qu'elle ne trouvera jamais personne qui l'aimera, qu'elle ne trouvera jamais personne d'autre pour l'accepter, qu'elle ne peut pas avoir mieux et ne t'avise pas de partir. Et donc la personne est terrifiée à l'idée de quitter cette dynamique. Est-ce qu'une solution pourrait être de présenter un groupe différent, par exemple en disant l'herbe est plus verte par ici, viens de l'autre côté, sors de cette relation abusive et viens t'amuser avec nous? Est-ce une alternative possible d'après votre expérience dans ce genre de situation? Généralement, la personne va rejeter cela. Elle trouvera tout ce qu'elle peut pour rejeter, pour attaquer tout ce qui remet en cause son fantasme, l'idée qu'elle veut avoir du monde. C'est pourquoi la victime doit faire face à la vérité sans relâche. Avec certaines victimes, on travaille sur une liste de sevrage. Écrire tout ce que la personne a fait depuis le début de la relation, qui était blessant, manipulateur, maltraitant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que l'esprit de la victime retombera dans l'état de déni ou qu'elle voudra se laisser aller au fantasme dans lequel elle est totalement investie, elle pourra ressortir cette liste et commencera à lire ces éléments concernant tout ce qu'il se passe, et peut-être qu'à un moment quelque chose s'éclairera dans son esprit et elle redeviendra lucide. Donc elles doivent constamment essayer de faire face à la vérité, mais ça ne peut pas venir de l'extérieur. Tout ce qu'on dit, toutes les preuves, toutes les vérités qu'on peut présenter, ça doit quand même venir de l'intérieur. Il doit y avoir une motivation intérieure. La personne doit vouloir voir la vérité. Et le problème, c'est que ça n'arrive généralement pas avant ce point de transpercement, de manière spontanée, par la survenue d'un événement qui forcera la personne à voir les choses différemment. Quel est l'objectif ultime de tout cela? Nous avons échangé par exemple avec des ex-membres des services du renseignement britannique et ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a un plan derrière cela et c'est dirigé par... C'est une énorme psyop, une opération psychologique. C'est pour cela que cela a nécessité un tel niveau d'entraînement et de planification. Et c'est pas arrivé d'un jour à l'autre. Ce n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Ça a été planifié depuis au moins 10 ans, voire plus. Mais quel est l'objectif final de ce qu'ils font? C'est probablement le totalitarisme. Et c'est mis en œuvre par des gens très puissants, au sommet, ou qui ont beaucoup d'argent, qui ont peur de se faire démasquer. Est-ce vraiment l'objectif, le totalitarisme? Ceux qui sont au pouvoir et qui ont plus d'argent qu'ils ne devraient, et maintenant ils se sentent mal. Est-ce vraiment qu'ils ont peur d'être démasqués? Et c'est la raison pour laquelle ils ont besoin d'avoir le contrôle total sur nous, ce qui est tout à fait possible. Est-ce cela? De mon point de vue, oui. Je pense que l'objectif final est le contrôle. Si vous prenez un psychopathe ou une personne maltraitante dans une relation, quel est leur objectif? Le contrôle. Ça peut être aussi l'extraction de nouvelles ressources. L'argent a sans doute quelque chose à voir là-dedans, mais ça va au-delà de l'argent. Qu'est-ce que l'argent leur apporte? Le pouvoir et le contrôle. Et tout ce qui se passe est lié au contrôle. Et tant qu'ils peuvent maintenir ce contrôle à n'importe quel prix, peu importe le nombre de personnes dont ils doivent se débarrasser, car c'est certainement plus facile de contrôler un petit groupe d'individus qu'un grand groupe.
Donc, il semble que l'objectif final soit bien le contrôle. C'est pour cela que toutes les dynamiques de maltraitance sont activées. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle, ils vont revenir vers nous et nous offrir quelque chose pour nous séduire et pour nous faire rentrer à nouveau dans la dynamique. Et la manière de s'en sortir, c'est ce que j'ai écrit, est la confrontation avec la réalité en permanence. La voie pour sortir de la dissonance cognitive, je pense que c'est la responsabilisation personnelle. Lorsque chaque individu se responsabilise sur sa vie et ses choix, et en résolvant ses propres traumatismes. Nous sommes tous nés dans ce monde fondé sur des traumatismes, qu'ils soient transgénérationnels, historiques, plus vastes. Même la naissance peut être traumatique. Nous devons regarder à l'intérieur de nous-mêmes et se demander quels traumatismes ne sont pas résolus et essayer de les guérir. Tenter de se responsabiliser au niveau de nos vies, car la responsabilisation est le seuil entre le statut de victime, basé sur l'impuissance, et c'est l'état dans lequel se trouve la majorité des gens, et la phase de survivant, celui qui détient le pouvoir. Et c'est l'étape la plus difficile à traverser. Ce que je vois dans les situations de maltraitance, c'est que la plupart des gens restent coincés dans ce statut de victime. Ils ne veulent pas se responsabiliser pour dépasser ce seuil et prendre le pouvoir. Et j'observe le même schéma dans le monde. La plupart des gens restent dans cette victimisation, incapables de se responsabiliser et espérant que le gouvernement va les sauver. Nous devons nous sauver nous-mêmes. Nous devons prendre nos responsabilités. Et en tant qu'individu, nous formons la collectivité. Et si en tant qu'individu, nous essayons de nous soigner à mesure que plus en plus de gens se responsabilisent, nous contribuons au monde autour de nous. Même si c'est que notre famille ou un petit cercle social, ça se diffuse et ça devient quelque chose qui peut guérir le monde. Une chose qui me semble être une erreur est de se concentrer sur guérir le monde, parce que le changement débute en soi-même. C'est la seule chose que nous contrôlons. L'impuissance acquise, la perte totale de contrôle, qui fait abandonner les gens et les met dans un état de désespoir, ce qui les rend faciles à contrôler. Donc sur quoi pouvons-nous reprendre le contrôle? Pas sur tout ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le professeur belge, M. Desmet, qui est psychologue et psychanalyste, il a dit que le totalitarisme, comme ce que vous mentionnez avec les relations abusives, a tendance à devenir de plus en plus violent avec le temps. Pourquoi est-ce le cas? Est-ce qu'ils réalisent que l'illogisme et la maltraitance deviennent de plus en plus évidents pour les victimes et que c'est pour ça qu'ils essaient d'aller encore plus loin pour reprendre le pouvoir? Ou est-ce un schéma d'autopropulsion? De quoi s'agit-il selon vous? Je pense que le contrôleur, l'agresseur ou le psychopathe cherche la sensation. C'est comme un héroïnomane. Il leur en faut toujours plus pour avoir la même sensation. Et donc dans une relation abusive, l'agresseur poursuit le dragon pour obtenir toujours plus de sensations, ce qui veut dire qu'ils doivent aller toujours plus loin. Il lui faut toujours davantage augmenter le niveau de la maltraitance. Et pensez-vous que c'est ce qui se passe à présent? Oui, je le pense, c'est une sorte d'addiction maladive qu'ils ne peuvent pas contrôler. Donc ce n'est pas une manière de maintenir la partie parce qu'ils auraient peur que tout s'écroule et qu'ils pourraient finir en prison ou autre. Mais c'est également l'excitation de manière maladive de voir les gens de plus en plus humiliés et maltraités. Oui, c'est les deux en même temps. C'est la perversion d'avoir besoin de plus de contrôle, plus d'excitation pour obtenir la même récompense, la même sensation, le même niveau de dopamine qu'ils retirent de cela. Et aussi, comme mentionné tout à l'heure, la peur d'être démasqué, le syndrome de l'imposteur, la dissimulation de l'agresseur.
Ce qui se passe aujourd'hui est la forme dissimulée de ce qu'il s'est passé en Allemagne dans les années 30 et 40, qui était une forme plus manifeste, plus évidente. La forme dissimulée est une version plus sophistiquée. Et donc, l'agresseur dissimulé, l'agresseur plus sophistiqué, ressent une énorme insécurité et un énorme syndrome de l'imposteur. Ariane en a parlé plus tôt, la médiocrité. Ils sont terrifiés à l'idée que l'on découvre qu'ils sont médiocres, non qualifiés, le contraire de l'image qu'ils tentent de donner. Et il s'agit de maintenir cette image, donc être terrifié à l'idée que l'on découvre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Um, the La version dissimulée de ce qu'il s'est passé ouvertement durant le Troisième Reich, oui, ça devient de plus en plus évident à présent. Cela signifie que ça s'intensifie et selon moi, d'après ce que vous nous avez dit et d'après ce que nous ont dit des psychologues et des psychiatres, le côté opposé est en panique également. Peut-être pas tous, mais c'est sûrement un mélange, si je comprends bien. C'est un mélange entre la recherche de l'excitation et en même temps avoir peur. Oh mon Dieu, ils vont vraiment comprendre cette fois. Et on va devoir aller de plus en plus loin. Est-ce ce qu'il se passe? À mon avis, oui. Et vous avez raison, ça devient de plus en plus évident. Et ce qui se passe dans les relations de maltraitance également, avec l'agresseur dissimulé, car il y en a différentes catégories, et évidemment ils peuvent passer d'une tactique à l'autre, car quand ça se passe à l'abri des regards, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent être plus ouvertement maltraitants. Mais quand ils sont en face d'autres observateurs, ils doivent être plus subtils. Mais avec le temps, l'agresseur dissimulé devient de plus en plus flagrant. Nous avons une amie en Finlande. Je ferais mieux de ne pas dévoiler son identité, mais elle a un ami très proche qui travaille à la Commission européenne. Et lorsque ces membres de la commission se rassemblent, elle nous a expliqué, c'est son ami qui lui a dit, et ils regardent le journal télévisé où ils sont en réunion, puis ils regardent ce qui se passe en dehors de leur petit bureau parlementaire. Ce qu'elle nous a expliqué, c'est que, en fait, ils sont morts de rire, car ils n'arrivent pas à croire à quel point les gens sont stupides. Est-ce courant? Oui, et nous sommes humains, nous avons tous pensé à un moment, comment les gens peuvent être si bêtes. Je l'admets moi aussi. Mais c'est là que nous devons faire preuve d'humilité et comprendre qu'il ne s'agit pas d'intelligence. C'est la partie primaire du cerveau. Le système nerveux humain, nous sommes programmés pour réagir ainsi, au stress, à la maltraitance, au traumatisme. Ils le savent, et ce depuis des décennies à travers les études qu'ils ont menées sur le contrôle de l'esprit basé sur le traumatisme. Ils ont expérimenté ça sur le public depuis longtemps. Ils utilisent même le divertissement Hollywood pour mener ce genre de choses. Je pense que nous devons faire preuve de compassion, comme dans le cas où nous connaîtrions quelqu'un qui est bloqué dans une relation abusive. Il faut de la compassion, mais il faut aussi mettre des limites, parce que la personne peut vous attaquer. Si vous tentez de leur démontrer qu'ils sont dans une relation abusive, il est donc également important d'avoir ces limites et de se lier à des personnes qui vivent dans la réalité. Ça vous permet de rester en bonne santé mentale. Lorsque vous tentez d'échapper à une secte ou à une famille maltraitante, vous avez besoin d'alliés en dehors de ce système qui vivent dans la réalité, qui peuvent vous aider à valider la réalité. Parce que ceux qui vivent dans ce système vivent dans cette psychose délirante, une réalité totalement déformée. Et que va-t-il se passer si tout s'écroule? Que va-t-il arriver aux auteurs? Vont-ils se réveiller, réaliser ce qu'ils ont fait? Ou seront-ils dans le déni et diront que c'était nécessaire, j'ai fait de mon mieux, ou j'ai toujours fait partie de la résistance, ou je ne sais pas quoi d'autre? J'imagine que ce sera effectivement ce genre d'excuses. Si on regarde au niveau microscopique ce qu'il se passe quand un agresseur est démasqué, que fait-il? Il persévère dans le mensonge et il se victimise. L'une des choses que l'on nomme dans la terminologie des pervers narcissiques est DARVO. C'est un acronyme. Nier, attaquer et inverser la victime et l'agresseur.
Ça signifie que quand vous dites à la personne c'est de la maltraitance, elle va retourner la situation contre vous. Vous êtes l'agresseur et elle est la victime. Et c'est ce que nous observons dans le dialogue public. Quand on dit la vérité ou la manière dont les médias dénigrent les complotistes ou toute personne qui tente de dire la vérité, ils retournent la situation et jouent les victimes. Donc je m'attends à ce que de nombreux coupables se fassent passer pour des victimes, car c'est leur façon de procéder. J'espère qu'il y aura une sorte de nouveau procès de Nuremberg, mais j'espère qu'il sera beaucoup mieux que le précédent, qui n'a jugé qu'une très petite partie des coupables. Et on a importé le reste et on les a installés dans la société à des lieux où ils pouvaient faire bien plus de mal sur le long terme. J'aimerais que l'on puisse apprendre de cela. On dit que l'histoire se répète. Elle se répète parce que nous n'avons pas tiré les enseignements. L'histoire qui se répète est la version macroscopique de la compulsion de répétition au niveau individuel. L'individu subit un traumatisme, puis toute sa vie, il choisit des personnes et des situations qui lui rappellent le ressenti qu'il a vécu. Car il cherche à guérir de ce traumatisme, mais il fait cela inconsciemment. Ces personnes répètent inconsciemment le même traumatisme et c'est ce qu'on fait dans la société. On répète les mêmes traumatismes. J'espère sincèrement qu'étant donné l'amplitude de ce traumatisme qui est si énorme et qui implique le monde entier au même moment, j'espère que cette ampleur sera comparable à celle d'un éveil potentiel, de la possibilité pour que nous mettions enfin un terme à cet héritage de traumatisme, de tragédie, de maltraitance et de violence que nous répétons depuis des générations, pour que nous puissions faire des choix différents et créer un meilleur futur, avec un potentiel bien meilleur pour l'humanité. Je pense qu'il s'agit bien d'un moment charnière, soit on gagnera ou on perdra. On va soit aller jusqu'au bout de la voie du totalitarisme, et on ne sait pas jusqu'où ça ira, un désastre à grande échelle, c'est déjà désastreux et je pense que ça peut empirer encore bien plus, où nous choisirons à un moment collectivement, car suffisamment d'individus auront fait le choix intérieur dans leur propre vie personnelle d'un autre chemin avec des choix différents. Et c'est la décision la plus difficile, car la voie la plus facile consiste à suivre juste le troupeau, ne pas penser, ne pas changer, et surtout pas guérir du traumatisme, parce que c'est difficile et douloureux. C'est plus facile de l'anesthésier, de trouver des distractions et des échappatoires qu'ils nous fournissent, évidemment. Ils nous fournissent plein de distractions pour les gens. Ils font cela depuis plusieurs décennies, mais en particulier au cours de la dernière décennie. Il y a beaucoup de distractions avec tout ce qui est lié avec Internet. Et maintenant, ils veulent proposer le métaverse, la réalité virtuelle, parce que lorsque la réalité est trop horrible, au lieu d'y faire face et de résoudre et gérer les problèmes et de la confronter, les gens vont s'échapper dans le virtuel. Oui, et nous devons nous assurer de leur faire comprendre que la vraie vie est bien mieux que la version virtuelle. Elle peut l'être. Oui, et dans certains cas, elle ne l'est pas, oui. Mais l'une des choses que nous a expliqué le professeur Desmet, c'est que le totalitarisme est autodestructeur. Tôt ou tard, il s'autodétruira. La question, c'est quel niveau de dégâts vont-ils nous infliger avant qu'ils ne s'autodétruisent? Et évidemment, personne ne le sait, mais c'est ce qui se passe actuellement et ça devient de plus en plus fou et ça devient de plus en plus flagrant. J'ai l'espoir que de plus en plus de gens comme nous retrouveront leur esprit, entre guillemets. Et ce groupe, je dirais environ 40% des gens se trouvent entre deux et ne savent pas de quel côté aller. Mais ce groupe est encore accessible et j'espère que de plus en plus de ces personnes vont commencer à se poser des questions, ce qui permettra à terme d'inverser la tendance. Certaines personnes disent qu'il suffit d'avoir 3, 4 ou 5% de la population, ou 5 ou 10% qui réalisent ce qu'il se passe et que ce serait suffisant. Je ne suis pas sûre. Mais c'est sans doute important d'avoir ceux qui sont capables de prendre des décisions rationnelles de notre côté. Car j'ai le sentiment que ceux qui sont tombés dans le piège de ce récit, ceux qui, comme l'a expliqué un des psychiatres avec qui nous nous sommes entretenus, qui se réfugient
pas dans le virtuel, mais ils retombent, they sort of revert to quel est le mot, en infantilisation. what's the word? Infantile? Infantilization. Yeah, that's what it is. Oui, ils ne veulent pas grandir, ils veulent juste écouter quelqu'un qui leur dit ce listening to qu'ils ont someone à tell you faire. what to do. Et cette So catégorie de this gens group of ne nous est people pas accessible. cannot be approached by Mais us, ce n'est but pas it's très not really important. important. Je n'aime pas I hate dire to ça, say mais that, c'est but pas it's très not really important. important. Ceux qui Those sont who are capables de willing to penser think en dehors des outside the clous box and who et are qui ont willing envie to de remettre en question question authority, they're the l'autorité, ones who make work ce sont eux fundamentally qui feront in the toute la long run différence, are à mon going to make avis. the difference, I believe. And Et those are ceux the qui sont ones who déjà are de on our notre side côté. already. I hope J'espère que any beaucoup more d'autres vont nous will join. rejoindre. Yeah, Oui, il there's n'est really vraiment no pas possible de convincing. convaincre les gens. Just Comme like on ne peut there's pas no convaincre une convincing a victime qu'elle victim se that trouve dans they're in une an relation abusive abusive. relationship, there's On no ne peut pas convincing convaincre that cette group of catégorie de gens people de voir la to see réalité, reality because parce they qu'ils ne don't veulent want pas to la see it. voir. That Ce processus infantilization process d'infantilisation has se been produit happening depuis for très a longtemps long dans la time in this société. society. And Malheureusement, beaucoup unfortunately, de a gens lot s'en of remettent au people look to the gouvernement, à government, to the l'État, state, as comme mommy papa et and maman daddy pour les to protéger. protect them, right? C'est That's un a fantasme, fantasy. ce n'est pas It's not réel. real. Mm. And Et it's c'est malheureux. unfortunate, but then there Mais are vous those avez who aussi les have the gens qui more ont des functional capacités adult cérébrales capacity in d'adultes their plus brain fonctionnelles to pour say, se dire no, I non, need je to dois take me responsabiliser responsibility pour me to rescue sauver, myself, to pour provide for subvenir à mes myself, besoins to et à ceux provide de for ma my famille, family. parce que Because le the government gouvernement is ne le not going fera to do pas, that. c'est pas That's son not their travail. job. Et So this donc, is il what it s'agit boils down de to, l'infantilisation infantilization face à la versus responsabilisation. self-responsibility. Yeah. Oui, Mm. mais je pense que c'est un processus difficile pour eux, parce que, comme vous l'avez dit, une fois que ça devient plus évident pour certaines personnes, car c'est tellement extrême, car ils risquent beaucoup, ils ont tout à perdre. Pour eux aussi, c'est un jeu de vie ou de mort. Je ne pense pas que les gens les tueraient, car nous sommes contre la violence dans tous les cas, mais je pense qu'ils seraient détruits socialement si beaucoup de gens commencent à réaliser ce qu'il se passe. Right. Oui, At what et à quel cost, I coût, think comme that's l'a something mentionné Brenda Rainer, asked jusqu'où earlier cela too, like ira-t-il? how far does this go? Même Even si le though this totalitarisme totalitarian finit system par eventually will imploser, implode, just comme like toute every relation abusive abusive, relationship, but mais à at quel what prix? cost? You know, at À what quel prix cost pour les to the individus? individuals, À at quel what prix pour la cost to société? society, at À what quel prix cost to pour la vie human humaine? life? Il faut qu'on fasse tout notre possible pour mettre fin à cela le plus vite possible. Ça a déjà coûté de nombreuses vies et tant de souffrances. Je pense qu'il est vraiment temps que ça s'arrête. And Oui, because, comme vous like l'avez you said dit tout earlier au at the very début, beginning, we're nous not ne even sommes in même pas encore à la post-trauma phase phase yet, post-traumatique. right? So we Donc nous n'avons haven't même even pas encore begun to see commencé the à voir les effets à long terme long-term de ce qui s'est effects of produit what's jusqu'à already maintenant. happened to this point. This En is going, particulier chez especially among les the enfants. children, this is going to Ça have aura des severe répercussions graves sur le long long-term terme. repercussions. The L'aspect post-trauma of post-traumatique de this, tout and it's ça, going to require a ça lot nécessitera of un healing. processus de Even if Mr. réparation Brandon important. suddenly now Même si ça today s'arrêtait tout d'un no coup more maintenant, damage, there's still il, significant il resterait un trauma énorme to work through. traumatisme à gérer. C'est vrai, c'est beaucoup de travail. It is. Oui, But mais it's ça vaut worth la it anyway. peine. It's Ça vaut definitely worth évidemment it. la It can peine et ça only ne get peut better. qu'évoluer positivement. That's the C'est thing ce qui about trauma caractérise is le that trauma. Il est à la fois is destructeur mais destructive permet and également awakening. l'éveil. The Le trauma traumatisme destroys détruit the le sense sens of de normalité. normality. The La person personne ne never peut can pas go revenir back à to son who they état were before the antérieur. trauma. La We as a société ne society will reviendra never go jamais à ce back to qu'on what we appelait used to call normal. normal. It's Ça a gone disparu for pour de bon. good. We need to Nous devons en mourn faire that. le Part of deuil. healing Une the partie de la trauma guérison du is a trauma consiste grieving à faire le process. deuil. That's Tout gone cela est now. fini. But that's Mais not ce n'est pas necessarily a forcément une bad mauvaise thing chose, car because à now présent, the le awakening réveil du of the trauma traumatisme allowed that and et that sa destruction of destruction the trauma nous allows permet us de to créer create quelque chose de something better, meilleur, quelque allows us chose to de create nouveau, something new, en reaching a new éteignant un potential nouveau that we potentiel que perhaps nous n'aurions couldn't peut-être have pas pu contacted within mobiliser à l'intérieur de ourselves nous-mêmes en tant individually or qu'individus even ou as a même au niveau society sociétal, until that avant trauma que ce was complete. traumatisme ne se So produise, it comes with ce qui both peut être à la fois curse une and a malédiction et blessing. une bénédiction. Well, I can Eh bien, definitely see j'observe that vraiment there une is lumière au bout light du at the end tunnel. of the tunnel. I Je le agree, and I pense really aussi et hope that j'espère that vraiment qu'on l'atteindra happens too. bientôt. Yeah, Oui, moi me too. aussi. Huh. Mais vous Again, savez, le point positif de tout cela, c'est que c'est un tel traumatisme collectif, c'est bien et mauvais en même temps,
Mais peut-être que si vous sortez d'une relation abusive individuelle, cela entraîne des sentiments de culpabilité et de colère au niveau individuel. Mais à présent, il est possible pour les gens de se réunir autour de ces sentiments collectifs de frustration, de colère, de souffrance et de tristesse. Si les choses sont faites collectivement, ça peut aussi accélérer le processus de guérison, comme pour les thérapies de groupe avec d'autres personnes traumatisées pour en parler ensemble à l'intérieur de ces groupes et trouver de nouvelles voies. Je pense que ça peut aussi accélérer les choses. Oui, cette co-régulation est ce qui nous aide à guérir les traumatismes lorsque nous établissons des liens avec les autres. Pourquoi les choses sont si traumatisantes, en particulier dans l'enfance, si personne n'a été là pour vous? Deux enfants peuvent avoir vécu une expérience très similaire. L'un des enfants avait un parent qui prenait soin de lui, qui était là pour lui, qui lui faisait des câlins, qui le prenait dans ses bras, qui lui a permis de se sentir en sécurité et d'établir des liens. Cet enfant n'aura pas d'effet post-traumatique aussi grave. Il n'y en aura peut-être même pas du tout suite à cet événement. Mais l'enfant qu'on a laissé seul, abandonné, que l'on n'a pas cru, à qui on a dit que c'était de sa faute, et ce genre de choses, cet enfant aura de graves traumatismes. Donc, si nous nous lions avec d'autres gens, que d'autres gens sont là, que d'autres gens voient la même réalité, que d'autres gens ressentent les mêmes émotions, nous réalisons ce deuil ensemble. Nous nous lions les uns aux autres. Ça peut vraiment aider à guérir. La difficulté pour de nombreuses personnes actuellement, c'est que beaucoup se sentent très seuls. Et l'objectif de tout ça, l'isolation sociale, l'isolation est nécessaire pour que la maltraitance puisse se produire. Tant de gens voient la vérité et voient la réalité, mais ils se sentent seuls car personne ou très peu de gens dans leur entourage la voient. Et ça fait partie de la traumatisation. Donc je pense que le travail que vous faites tous est incroyable, de rassembler les gens, de faire les liens entre eux, entre tous ceux qui se sont rendus compte de ce genre de choses afin qu'ils ne se sentent pas si isolés.